bon, ben, bonsoir. Voilà, ici c'est Marie. Alors, on attend un peu qu'il y ait un peu plus de monde sur le live. Et je vais voir, je vais suivre un peu. Et on va commencer dans quelques minutes, du coup, cette rencontre. Donc, déjà, je peux nommer les participants. Ça. Donc, moi, je suis Marie, je suis du groupe local de France Insoumise à Buenos Aires. Il va y avoir Héloïse, notre invitée spéciale, qui va veiller jusqu'à tard dans la nuit pour nous, de l'association Faire Face en France. Jenny du Brésil, Rémi du Mexique, Cécile de Colombie et Florence sur la responsable plateau qui va nous transmettre les questions suite aux échanges qu'on va avoir. Voilà. J'attends un peu. Je vais attendre un petit peu qu'il y ait un peu plus de monde et on va commencer. Donc, ne partez pas. Moi, je vois pas trop, en fait, je vois pas trop le monde. Donc, Florence, tu me dis quand on peut commencer. Tu vois les participants. Bah vas-y, là, il y a 3 personnes qui regardent. Et vas-y, commence lentement. Là, ça commence à augmenter. 4 personnes. Ok. Et du coup, on s'excuse par avance pour la petite fenêtre que vous allez voir que vous allez tous avoir envie de cliquer dessus pour l'enlever. Et en fait, on n'arrive pas à cliquer. Oui. Je voulais préciser qu'on revient de loin, techniquement. Hein. Voilà. Donc, mais du coup, on a réussi quand même à faire ce live. Bon, je vais commencer déjà à présenter, en attendant que les gens arrivent, du coup, à présenter comment on avait pensé cette rencontre. Nous, donc voilà, moi, je milite dans le groupe de Buenos Aires Insoumise. Et dans le cadre du confinement, en fait, on a réorienté beaucoup d'activités militantes qu'on avait vers des activités militantes toujours, mais peut-être teintées un peu plus de solidarité avec les touristes et aussi avec la population locale et enfin notre contexte local. Et en fait, cette rencontre, elle a été un peu pensée dans ça parce que on a ici assisté aussi, comme dans tous les pays, du coup, c'est ce qu'on va voir en Amérique latine et comme en France, à l'augmentation des violences euh, de genre et aussi à l'augmentation du nombre de féminicides pendant la période du confinement, qui ici en Argentine n'est pas finie. Et on voulait faire une activité par rapport à ça. Et on a voilà, donc on l'a pensé plutôt pour un public francophone parce que en plus en Argentine, les mouvements, enfin, il y a plein de choses déjà qui se font et voilà, on voulait apporter autre chose, une autre manière de travailler ce thème-là. Et on a pensé voilà, à pouvoir, c'était l'occasion aussi de se réunir avec les autres groupes, donc au Brésil, au Mexique, en Colombie. Et on a invité du coup Héloïse de l'association Faire Face à participer et un peu nous informer sur le thème en France, en fait, avec une vision de la France. Voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, je voulais dire que peut-être on ne sera pas totalement exhaustif sur toutes les problématiques des violences de genre. On va essayer quand même de vous informer le mieux possible. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Voilà. Donc, on va commencer par définir les violences. Après, c'est Héloïse qui va définir un peu les concepts et un peu aussi le cadre, ce que sont les violences, etc. On va avoir un temps aussi pour répondre aux questions. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez les poser en commentaire. On va donner des temps pour y répondre. On ne va pas y répondre directement, mais on va les relever et y répondre. Et si on ne peut pas répondre à toutes les questions, on essaiera de le faire plus tard, de faire un post, etc. Donc, après les définitions des violences, après le temps de questions, on va parler un peu des cas particuliers de chaque pays. Et à la fin, Héloïse va reprendre la parole pour parler
du travail de l'association FACE et de l'autodéfense, et aussi de quelques points pratiques à faire quand on est témoin de violence. Voilà. Et je voulais juste, et pour finir, voilà, que c'est important pour nous, comme mouvement politique, de faire des actions, de mener des activités féministes, parce qu'on pense que c'est essentiel, en fait, pour n'importe quel mouvement politique. Voilà. Donc, on commence avec Héloïse, si tu veux bien, que tu nous fasses toute ton introduction. Voilà. Merci. Merci Marie. Du coup, moi, je suis Héloïse, je suis sociologue, chercheuse spécialisée sur les questions de genre, affiliée à l'Université de Toulouse, et je suis membre d'une association d'autodéfense, donc de prévention des violences, qui s'appelle Faire Face et qui est basée à Toulouse et qui agit sur la région, un peu l'ensemble de l'Occitanie et le sud de la France. Et donc, on est une association de prévention des agressions faites aux femmes, une association de prévention des violences de genre. Et pour ça, on déploie des ateliers d'autodéfense, de prévention des violences, à partir de différentes méthodes d'autodéfense qui sont dispensées dans le milieu féministe dans le monde. C'est les méthodes Femdoshi, les méthodes Seitobue et Riposte. Donc, qui sont un petit peu des différentes méthodes d'autodéfense féministe qui sont transmises sur les différents continents. Et simplement un point sur l'autodéfense, parce que c'est quand même important de préciser que c'est différent du self-défense ou de l'autodéfense traditionnelle qui peut être enseignée dans des clubs ou à partir d'arts martiaux. Puisque nous, c'est une autodéfense qui est spécifique, adaptée aux questions de la violence faite aux femmes et aux violences de genre. Donc, vraiment fondée sur une compréhension sociale du phénomène des violences, dans ses différentes formes et dans ses spécificités. Et donc, avec une compréhension de comment la violence conjugale vient s'inscrire dans le phénomène des violences. Et donc, pour commencer, peut-être rappeler, définir, enfin en tout cas recadrer quelles peuvent être les violences et quels sont leurs caractères, les différents types d'agressions qui peuvent se présenter. D'ores et déjà, quand on parle d'agression, on parle de quelqu'un qui cherche à prendre le pouvoir et à prendre le contrôle sur une autre personne. Donc, ce n'est pas quelque chose que j'ai demandé à vivre, une agression, ce n'est pas quelque chose dont je suis responsable, c'est quelqu'un qui cherche à prendre le pouvoir sur moi. Et bien sûr, il y a différents types d'agressions, différents types de violences, elles sont pluriformes. Et on fait souvent le distinguo entre les violences évidentes, les agressions évidentes et les agressions subtiles. Et on appelle ça subtil parce qu'elles sont plus difficiles à distinguer. On n'est jamais bien sûr qu'il s'agit vraiment d'une agression. On se demande un petit peu si on n'exagère pas à le qualifier ou à le penser comme une agression. Donc, les agressions évidentes, donc c'est celles qui sont évidentes, c'est-à-dire les agressions physiques, sexuelles, dont on a l'habitude de parler et de qualifier de violence et d'agression. Donc, par exemple, quand on va me forcer à avoir un rapport sexuel, quand on va me donner des coups, quand on va me gifler, me tirer les cheveux, me pincer, quand on va m'empêcher de sortir d'une pièce, quand on va s'attaquer à une personne ou à un animal ou à un objet auquel je tiens. Tout ça, ça rentre dans le cadre d'agressions évidentes et d'agressions physiques et sexuelles. Ensuite, on a les agressions verbales, donc des agressions qui peuvent être par les menaces, par les insultes, mais aussi lorsqu'on va me dénigrer, lorsqu'on va se moquer de moi ou quand on va me faire penser que j'ai toujours tort. Donc voilà, des agressions qui sont qualifiables d'agression verbale. Et on en vient aux agressions subtiles. Et donc, ces agressions subtiles, elles peuvent avoir différentes formes. Ça peut être des blagues sexistes, racistes qui me concernent, qui concernent ma communauté.
Ça peut être des commentaires sur mon corps, sur mes choix, sur mon travail, sur ce que je fais et ce que je suis. C'est quand on va chercher à prendre le contrôle sur ce que je dis, sur ce que je fais. Donc voilà, toutes ces agressions, elles peuvent avoir lieu en même temps, elles peuvent s'imbriquer, ou alors il peut y avoir parfois qu'un seul type d'agression, et même parfois qu'un seul type d'agression subtile. Mais dans tous les cas, quel que soit le type d'agression, elles ont des conséquences. Et c'est qualifiable, c'est des violences. Ça rentre dans le cadre des violences. Et on insiste beaucoup sur ces différentes formes d'agression dans le travail de prévention des violences, puisqu'on entend beaucoup dans les médias ou dans les discours, on entend beaucoup le terme de femme battue pour parler des violences et des violences conjugales. Et nous, on fait attention avec ce terme. En tout cas, on essaye de le faire reconsidérer, puisque parler de femmes battues, au final, ça vient mettre la lumière sur les violences physiques, mais ça ne rend pas compte de toute la pluralité donc des violences, le travail de prévention des violences, les violences verbales, les violences sexuelles. Et du coup, ça empêche les personnes de pouvoir identifier les violences qu'elles peuvent vivre. C'est stigmatisant aussi comme terme. Et ça n'aide pas donc à se reconnaître comme une personne qui est en train de vivre des violences et qui donc peut agir aussi dessus s'il ne s'agit pas que de violences physiques. Donc voilà, ça c'était un petit peu pour replacer la pluralité des formes de violence. Et l'intérêt d'avoir une approche sociale et sociologique des violences, c'est de comprendre comment elles viennent s'inscrire dans un continuum. Et on appelle ça le continuum des violences. Et là, ça nous vient des théoriciennes, des scientifiques féministes et des scientifiques du genre qui nous ont permis de comprendre ce mécanisme un petit peu global des violences et comment il s'inscrit dans la société. Donc, ces différentes formes de violence, donc les violences physiques, sexuelles, verbales, morales, psychologiques, mais aussi les violences économiques, les violences administratives, ça fait partie d'un tout et d'un continuum. Souvent, on parle des féminicides, des violences physiques comme la partie émergée d'un iceberg, celle qu'on voit le plus, celle qui est la plus visible et celle qu'on arrive à identifier, à reconnaître. Mais reste toute une autre imbrication de violence et d'oppression qui fonctionne avec cette partie émergée et qui est important de comprendre le mécanisme. Et donc, quand on parle de violence, de continuum des formes de violence, c'est pour souligner le fait qu'elles sont toutes imbriquées entre elles et elles constituent une oppression, un contrôle sur un groupe social. Donc, bien sûr, ça va être différent selon la classe sociale à laquelle on appartient, selon l'origine ethnique, selon l'âge, selon le validisme, le handicap, la sexualité qu'on a. Mais c'est un fonctionnement sociétal global. Et donc, ils sont liés dans ce continuum. On a les inégalités économiques ou les violences économiques. On peut penser aux inégalités salariales. On a toutes les inégalités travaillistes, le fait qu'on ne reconnaisse pas ou on ne valorise pas des emplois où sont principalement le groupe social des femmes. On a des assignations sexuées, c'est-à-dire que le fait qu'on va assigner principalement aux femmes une charge mentale, une charge émotionnelle, de développer des activités de care vis-à-vis des personnes, de la famille, ou comment on va approprier le travail domestique. Et ça s'inscrit dans ce continuum. Et les violences, elles ont un rôle, au final, dans la constitution de ce mécanisme social, c'est qu'elles permettent de maintenir sous contrôle un groupe social par la peur. Et notamment le harcèlement sexuel, le harcèlement sexiste, le harcèlement de rue, vient s'inscrire dans cet outil de maintien du contrôle des femmes et de l'alimentation de la peur. Et alors, souvent, il n'y a pas besoin, entre guillemets, de temps de violence
que ça, même s'il y en a énormément, mais puisque l'alimentation de la peur, il suffit qu'il y ait un homme violent pour que l'ensemble du groupe social se sente menacé et soit maintenu sous contrôle. Et on sait qu'il y a beaucoup plus de violences que ça, mais en tout cas, il y a un rôle social des violences là-dedans. Et bien sûr, elles viennent s'imbriquer avec le racisme, le classisme, l'agisme, le validisme. Donc tout ça, ça fonctionne en système et c'est pour ça qu'on parle de l'iceberg, puisqu'on a la partie immergée avec toutes ces inégalités, ces discriminations qui fonctionnent avec les violences. Et je voulais faire un petit point, rappel sur les violences conjugales en particulier, puisque c'est ça qui va nous intéresser aussi dans la situation de confinement, pour arriver un petit peu à saisir et à comprendre comment la situation de confinement peut avoir un rôle et accentuer des situations de violence. Donc, dans les actrices qui travaillent sur les violences conjugales, on a toujours cette idée, cette notion du cycle des violences conjugales. C'est-à-dire que les violences conjugales, elles arrivent dans tous les milieux sociaux, dans tous les âges, auprès de toutes les personnes. Enfin, elles sont vraiment transversales à tous les groupes sociaux, qu'on soit marié, qu'on ne soit pas marié. Il n'y a pas de milieu qui est plus susceptible d'avoir un nombre de violences conjugales plus élevé. Et il n'y a pas que les couples hétéros non plus, bien sûr. Et donc ça, il faut garder à l'esprit que c'est quelque chose de transversal. Et alors, pour comprendre le mécanisme des violences conjugales et pour comprendre comment elles vont s'inscrire dans les parcours des personnes, donc on parle de ce cycle des violences qui aurait 4 étapes. La première étape, on appelle ça la lune de miel. La première étape de la lune de miel, c'est une période dans le couple où il y a de l'attention, de la tendresse, des cadeaux, de l'amour. En fait, il n'y a pas forcément de signes alarmants. C'est une étape où ça se passe bien et où on se sent bien au sein du couple. Et du coup, on n'a pas de sonnette d'alarme en particulier. Et ça, c'est important de comprendre que dans les cas de violence conjugale, il y a eu en général cette étape-là, parce que c'est celle à laquelle les personnes qui vivent la violence conjugale et qui sont agressées dans le sein du couple, elles vont se rattacher à cette période-là, à cette idée qu'il y a eu cette lune de miel et qu'on a envie de se raccrocher à ça, d'y revenir, et parce qu'on sait que ça a été présent dans la relation. Après cette étape de la lune de miel, on a la deuxième étape qui est l'étape de la tension et du contrôle. C'est-à-dire qu'il va y avoir de la part du conjoint comme une instauration de règles et le conjoint va instaurer ses propres règles. Alors, ça peut être des choses comme il ne va pas aimer qu'on s'habille comme ci, ou qu'on voit telle personne de notre famille, des amis, ou qu'on réponde de telle façon, ou qu'on ne soit pas joignable à certains moments, ou qu'on se consacre trop à notre travail. Donc voilà, toute une mise en place d'une forme de contrôle. Et aussi, il peut y avoir des processus d'isolement. Par exemple, même un conjoint qui en public est super, que tout le monde adore, et que du coup, s'il y a un cas de violence, ça va être difficile pour la victime d'en parler et de faire d'être cru sur le fait que le conjoint puisse être violent aussi. Ou une forme d'isolement, à contrario, qui va être de se mettre à dos un peu tout l'entourage amical, familial, en disant ça va pas, on n'est pas à l'aise avec ta famille, avec tes amis, on a eu tel conflit, on s'entend pas. Et donc, c'est des processus d'isolement d'une victime. Donc, dans cette phase de tension et de contrôle, en fait, on a l'impression un peu de marcher sur des œufs, que c'est un peu tendu, que ça peut exploser, mais sans que ça explose. Donc, on a une tension de ne pas être à l'aise. J'ai une attaque de chat en même temps, donc je ne sais pas si ça perturbe le discours, mais en tout cas, si vous entendez des miaulements intempestifs, c'est rien. C'est le quart d'heure, quoi. Après cette étape de tension et de contrôle, on a la troisième étape qui est l'étape de l'agression, de la violence à proprement parler.
Et donc là, on va vivre une agression physique, verbale, une agression psychologique, une agression sexuelle. Et ça peut aller crescendo ou alors ça peut simplement se limiter à un type d'agression. Et là, ce qu'on ressent dans cette étape-là, c'est plus de la peur, de la tristesse, de la colère, de la honte. On a du mal à croire que c'est en train de se passer, qu'on est en train de vivre ça. Et on se culpabilise aussi beaucoup. Et suite à cette phase, cette troisième étape d'agression et de violence, en général, on a la quatrième étape, donc l'étape de justification. C'est-à-dire que le conjoint violent va ne pas prendre sa responsabilité vis-à-vis de l'agression, va chercher à s'excuser, à dire qu'il était fatigué, il y avait des problèmes au travail, des problèmes d'alcool, de confinement, de stress, ou alors que la victime l'a cherché, qu'elle l'a mérité, ou que c'était pour elle, pour son bien, qu'elle exagère. Donc voilà, toute une phase, une étape de justification et d'auto-excuse vis-à-vis d'un comportement violent. Et en fait, ça fonctionne en spirale, puisque suite à cette phase de justification dans les violences conjugales, on va revenir à l'étape de la lune de miel, où tout se passe bien, où la personne va être attentive, avec de la tendresse, des cadeaux. Et donc, ça va donner l'impression qu'il s'agissait que d'une phase, d'un dérapage, en fait, de quelque chose qui n'a pas été, qui était justifié pour X raisons. Et donc, de donner cette impression qu'on n'est pas dans une situation de violence conjugale à proprement parler, mais qu'il y a juste une phase. Mais en fait, donc, dans le cycle des violences, cette spirale, elle recommence et elle va parfois en s'accélérant, etc. Et il est important de comprendre ce cycle des violences conjugales parce que, en fait, ça permet de saisir que ce n'est pas tout le temps la tension et la violence, elle n'est pas omniprésente et qu'il y a des périodes d'amour qui fait que les victimes vont se rattacher ou les femmes qui vivent des violences vont se rattacher à ces périodes-là. Et que c'est important pour comprendre comment ça fait perdre la confiance en soi, ça fait perdre les énergies, ça fait perdre l'estime de soi, les ressources, qui fait qu'on a d'autant plus de difficultés à essayer de trouver des moyens pour sortir et à essayer de ne plus vivre ces violences. Et la période de confinement, elle fonctionne comme un potentialisateur de ce cycle des violences conjugales, puisqu'on est 24/24 ensemble. Ça génère des tensions. De fait, la situation, elle est anxiogène. Et c'est un cadre où la violence et où le contrôle s'accentue. Et si on est dans une situation de violence conjugale, il y a davantage de possibilités du coup que s'intensifie la violence. Et en plus, on est confiné, donc on n'a pas les moyens de se déplacer comme on le souhaiterait. On a moins de façons de s'isoler pour appeler à l'aide. On a moins de personnes, d'échappatoires, de ressources, de temps en extérieur. Et il s'est révélé effectivement qu'en France, la période de confinement, elle a vu une hausse des déclarations de violences conjugales, des plaintes aussi, une hausse du nombre d'appels au 3919, qui est la ligne nationale pour les violences conjugales, et une hausse des interventions policières pour cause de violences conjugales. Et ce qui est important, c'est que quand on reprend notre idée du cycle des violences conjugales, c'est que le confinement est utilisé comme excuse, comme justificatif aux violences, pour ne pas prendre la responsabilité. Donc là, on voit comment ça s'inscrit dans ce cycle-là. Et ça accentue aussi le sens de culpabilisation de la part des femmes qui vivent des violences. Donc voilà, c'était un petit peu ça pour recadrer, pour poser les termes des violences, pour rappeler leur caractère pluriforme, vraiment les différents types de violences qui existent et comment elles fonctionnent dans le cas de violence conjugale et dans la société, leur rôle social aussi.
Merci beaucoup, Héloïse. En fait, du coup, là, je ne sais pas s'il y a eu, Florence, quelques questions que tu veux nous transmettre ou, Non, juste tout le monde a l'air d'être très attentif. On a une vingtaine de personnes qui nous suivent. Alors, il y a beaucoup de personnes qui s'énervent à cause de notre petite fenêtre blanche qui va nous accompagner tout au long de notre soirée. Mais je pense qu'on va continuer tranquillement. Je vous informerai. Du coup, l'idée maintenant, c'est de donner un peu un exemple, donc un peu ce qui s'est passé dans chacun. Il y avait, Héloïse a cité, voilà, a bien confirmé que les violences avaient augmenté en France. Et là, on va parler en fait de chacun de nos pays de résidence et aussi de parler un peu de ce qui a été mis en place au niveau des institutions ou sociales ou organisations civiles ou associations civiles ou gouvernementales par rapport à ça ou pas. Voilà, en fait, parler un peu de chaque contexte locaux. Donc, on va commencer avec la Colombie, avec Cécile. Après, il y aura Rémi pour le Mexique, Jenny pour le Brésil, et moi, je finirai un peu pour l'Argentine. Voilà. Et on laissera un autre temps de questions, voilà, par rapport à ça, à la fin. Micro, Cécile. Non, il débranche ton micro. Alors, le micro. C'est un problème de l'ordinateur. Enfin, que le micro marche. Alors, du coup, on commence par Rémi en attendant que ça marche. Ok, salut. J'aurais préféré commencer après. Bon. Ça m'aurait laissé le temps. C'est les joies du direct. Bon, ouais. Héloïse, déjà, merci beaucoup pour ton intervention. C'était vraiment très, très précis, très intéressant. Enfin, je pense que c'est assez génial tout ce que tu peux faire. Toutes ces actions concrètes et puis décrire aussi précisément le cycle des violences, je crois que c'est utile pour tout le monde. Donc pour le Mexique, tout le monde connaît les chiffres ou a entendu les chiffres qui sont quand même désastreux depuis longtemps, depuis des décennies. Il y a des violences aux femmes qui en plus sont un niveau de sadisme et qu'on voit qui existe. Il y a un équivalent dans d'autres pays d'Amérique latine, mais le Mexique, il y a quand même des faits divers particulièrement glaçants. Donc récemment, là, il y a un gouvernement de gauche, donc AMLO, qui est au pouvoir, qui tente de mener pas mal d'actions pour enrayer ça, pour sensibiliser, pour tâcher de faire évoluer aussi les mentalités donc sur le long terme. Et donc moi, je suis à la ville de Mexico, qui est une ville qui est à gauche depuis qu'elle existe en tant qu'entité fédérale, et qui sont très très avancés par rapport au reste du pays, d'autres États. Par exemple, ici, il y a le droit à l'avortement, il y a des campagnes récurrentes sur les violences contre les femmes, et aussi des femmes extrêmement engagées. On l'a vu le 8 mars avec une manifestation très très suivie, alors que c'était le début du Covid. Bon, ça n'a pas empêché. Donc il y a des actions qui sont importantes. Ça, je pense que ça va dans la bonne direction, mais il y a encore des chiffres qui sont terribles. Ouais, sur le pays, c'est les féminicides. Je crois que c'est à peu près 10 femmes par jour qui sont tuées. Et sur la ville de Mexico, ça a augmenté un petit peu avec le confinement. Je crois que là, on est autour de 0,8 par jour. Qui normalement, c'est un petit peu moins. Donc, aussi, j'ai lu dans beaucoup d'autres pays qu'il y avait une baisse des appels donc pour les centres d'aide. Ce n'est pas le cas au Mexique, où il y a au contraire plutôt une augmentation. Donc, j'ai lu entre 60 et 80%, suivant les estimations de
plaintes pour agression, harcèlement, viol, ou violence de couple ou familiale. Et une augmentation de 30% de demandes d'asile. Donc ici, il y a des îles de Mexico, il y a le système des LUNAS. Donc chaque délégation, c'est comme des gros arrondissements dans la ville de Mexico. Il y en a 2 par délégation. Et c'est des centres d'accueil, donc en cas d'urgence pour des situations intenables, ou très, très, très difficiles, donc qui permettent hébergement, voire après aide à déposer plainte. Il y a un accompagnement avec un avocat. Enfin, tout est fait de faciliter d'abord l'accueil, puis les plaintes, les démarches pour les femmes en difficulté. Il y a aussi un réseau d'entraide citoyen vicinal, donc de manière très, très proche. Si une femme a besoin d'un hébergement rapide, on lui donne ça, on l'aide à chercher un travail, par exemple, si la situation est vraiment grave. Bon, on essaie de lui faciliter qu'elle puisse changer un peu, changer radicalement sa vie et s'éloigner de son contexte. Après, dans les faits, c'est assez rare que ça en arrive là, parce que souvent, ce qui arrive le plus souvent, c'est que le conjoint arrive à convaincre la femme que ça va aller ou quoi. Donc souvent, en fait, ça débouche pas un changement très, très, très radical. Donc pour le confinement, j'ai dit oui, qu'il y avait eu des augmentations de plaintes. Il y a aussi des programmes politiques comme celui qui s'appelle Nuestra Sola, donc qui cherchent à faciliter encore plus. Ils ont lancé une application, on peut par téléphone aussi, oui. Mais bon, il y a toujours le problème du confinement de personnes qui sont ensemble, donc comment la femme peut porter plainte. Donc c'est toujours assez compliqué. Ce qu'il faut voir à Mexico, c'est que le confinement n'a pas été aussi dur qu'en France. Donc, on n'a pas une amende si on sort. Il y a aucune politique coercitive pour la population. Il y a certains magasins non essentiels qui sont fermés. Mais par exemple, il y a toute une population qui ne peut pas se permettre d'être confinée. Parce que s'ils ne travaillent pas, simplement, ils peuvent pas manger. Donc, ils vivent au jour le jour. Et ça concerne énormément de monde, des zones les plus peuplées de la ville. Donc pour tous ces gens, ça change pas tant que ça, quoi. C'est une contrainte supplémentaire qui vient se mettre à eux. Donc ouais, c'est une question sociale qui est assez délicate ici, qui fait que les chiffres ont plutôt tendance à augmenter, mais c'est pas, ça pourrait être beaucoup plus difficile si tout le monde était vraiment, vraiment, vraiment confiné. Voilà, je sais pas. J'essaie de brosser un portrait un peu large de la situation ici. Je ne sais pas si vous avez des questions en particulier ou d'autres traits que vous voudriez Du coup, approfondir. en fait, ouais. Merci Rémi, tu as assuré le relais très bien. Du coup, en fait, les questions, on les prendra à la fin des présentations de chaque pays. Et du coup, on Ok. continue avec Cécile, si tu veux. Est-ce que ça marche maintenant? Est-ce que ça marche? Est-ce que vous m'entendez? Oui, oui, ça marche. Oui. Alors merci Rémi d'avoir fait le relais. On a les mêmes problématiques basiquement en Colombie qu'au Mexique, avec une différence de chiffres. On est plutôt sur 2 féminicides chaque jour en Colombie, avec une légère augmentation pendant le confinement, mais c'est très difficile d'avoir des chiffres, on va dire des statistiques assez actualisées. La Colombie, c'est pas vraiment le pays des chiffres, ou du moins des chiffres exacts. Mais on a quand même une augmentation de 175% des appels selon la mairie de Bogota. La mairie de Bogota, il faut savoir que c'est une mairie de centre-gauche. C'est un petit miracle et un exploit qu'on a eu. C'est une femme pour la première fois, une femme LGBT en plus, donc c'est un double ou triple miracle. Et c'est vrai que c'est la seule qui a pris à bras le corps ce sujet-là et ce problème, en développant notamment des mesures particulières de restriction de circulation qui peuvent choquer au départ, parce qu'elle a fait une circulation par le genre, donc ça a soulevé pas mal de problématiques, c'est-à-dire que on avait un jour, les jours pairs pour les femmes, un jour impair pour les hommes, et pour les personnes qui ne se reconnaissaient pas, ils pouvaient choisir quel jour ils voulaient sortir. Donc, au-delà de ça, cette mesure a permis aux femmes qui étaient menacées de pouvoir sortir librement sans leur mari,
pour pouvoir dénoncer. Et elle a fait quelque chose qui m'a paru aussi très bien avec 2 chaînes de supermarchés, comme quoi les supermarchés parfois peuvent faire des choses qui vont dans le sens du progrès, avec deux chaînes qui sont assez grandes mais qui ne sont pas françaises. En Colombie, on a encore des chaînes un peu Casino, etc. C'est des chaînes chiliennes, ça s'appelle De Uno et Justo y Bueno, et ils offraient un service de dénonciation. Donc ils faisaient le relais, ils avaient mis une personne qui recevait les plaintes dans leur supermarché. J'ai trouvé ça assez efficace, et c'est vrai que ça peut aider les femmes à vouloir porter plainte. Un autre phénomène qu'on a pu voir en Colombie, c'est l'aide qui a été distribuée aux familles les plus vulnérables. L'aide a eu un peu un effet double tranchant sur ce thème des violences, puisque beaucoup de femmes ont peur de dénoncer en fait leur agresseur et de faire perdre l'aide qu'elles reçoivent dans leur famille. Donc c'est là où on voyait un petit peu la difficulté de communication et la difficulté de mettre en place la politique pour la mairesse de Bogota. Mais la Colombie, c'est un pays très inégal, et malheureusement, sur beaucoup d'autres territoires, ça ne se passe pas aussi bien. Je pense qu'on peut dire que les grandes villes comme Medellín et Cali ont mis en place une politique pour la femme et pour les femmes victimes de violences assez efficace, avec, on va dire, tous les services de l'État et les institutions qui s'articulent assez bien. Mais dans le reste du pays, dans la grande majorité du pays rural, c'est une catastrophe. Il faut savoir qu'on a quand même 40% des victimes qui sont d'origine afro-colombienne. On a 85% de ces femmes victimes qui ont... Enfin, ça a commencé par une tentative d'abus sexuel. Donc, on voit aussi là que c'est cette violence-là qui domine. Et au niveau, enfin moi j'ai un peu la double casquette, donc je parle en tant comme directrice de mon association Cléo, qui travaillons dans la zone de la côte Caraïbe avec des populations afro, et c'est vrai qu'on a une recrudescence des dénonciations, et je parle aussi comme conseillère consulaire, et je vois aussi que j'ai une augmentation dans la communauté française expatriée, avec pour la première fois 2 cas de personnes, de femmes en danger qui m'ont sollicité pour les aider. Donc on voit que c'est quelque chose qui touche absolument tout le monde, et on voit une recrudescence. Dernier élément assez intéressant aussi qui nous est parvenu, c'est le fait de l'intolérance au télétravail de la femme. C'est-à-dire que comme la femme dans une société machiste et très marquée par le système patriarcal comme l'est la Colombie, on voit que la femme devrait s'occuper des tâches ménagères et des enfants. Et donc, le mari s'énerve, et il y a de tensions qui augmentent en voyant la femme travailler et en faisant ce télétravail. Donc, c'est assez intéressant ce point de vue, et c'est quelque chose qui nous est parvenu notamment par les lignes téléphoniques. Voilà, donc ça c'est un petit peu pour le tour. Si, peut-être rappeler que le système judiciaire colombien est plus que défaillant, et le fait qu'il y ait un grand nombre d'impunités en Colombie sur ce thème-là ne pousse pas les femmes à dénoncer, en plus de toutes les raisons pour lesquelles elles ne pourraient pas dénoncer, par peur, etc. Voilà pour ces petites précisions sur la Colombie. Merci Cécile. Et du coup, voilà, je rappelle qu'on répondra aux questions à la fin, s'il y en a. Et aussi, j'en profite. Non, mais on va parler du Brésil là maintenant, non? Oui. Parce qu'il y a une intervention. Alors, il y a quelques personnes qui ont commencé à aimer. On est arrivé à 30 visualisations en période. Donc, ça monte. Et justement, pour que Jenny le sache, il y a une personne là qui nous dit qu'elle est à Rio, Eva. Et elle dit qu'elle remercie beaucoup pour l'initiative, et elle souhaiterait aussi son aide, car elle a compté le Siam Maria Lire et le CEDIM Succès. Et donc, elle te demande s'il y a des idées. Donc, j'en profite pour le dire. Comme ça, Jenny, tu pourras intégrer ça dans ta présentation. D'accord. Florence, je vais juste te demander, s'il te plaît, de répéter la forme parce que ça a coupé, je n'ai pas entendu. Ah, pardon. Donc, c'est Eva à Rio quoi qui dit qu'elle a contacté le SIAM, qui s'appelle le SIAM Marcia Lire, et le CEDIM, sans succès. Et s'il y aurait d'autres... Voilà. Donc, comme ça, tu peux l'intégrer directement. D'accord. J'en reviendrai à la fin de mon intervention. Je dirais les différentes façons dont on peut dénoncer, ou en tout cas prendre des conseils en cas de violence conjugale. Donc, je vous remercie déjà de m'avoir invitée. Je félicite toutes les personnes qui ont participé à la mise en place, à l'initiative.
Donc, je voudrais commencer en rappelant qu'au Brésil, donc aussi bien qu'en Colombie qu'au Mexique, les violences contre les femmes assassinées dans la culture brésilienne. Au cours de la période coloniale et même jusqu'au 19e siècle, il y avait tout un tas de séries de lois en vigueur qui permettaient de punir et même qui prévoyaient l'exécution de la femme adultère. Le crime permettant d'enlever l'honneur du mari, les tribunaux brésiliens ont acquitté des milliers de maris meurtriers, même jusqu'à la fin du XXe siècle, comme on verra le cas très emblématique de Maria da Penha, sur lequel je reviendrai un peu plus tard. Donc, selon l'enquête de l'annuaire brésilien de la sécurité publique, 3 Brésiliennes sur 10 ont subi une forme de violence au cours des 12 derniers mois. Dans 61% des cas, l'agresseur était connu de la victime, principalement des compagnons ou des ex-compagnons. Au niveau des féminicides au Brésil, on est en tout cas pour 2019 à 3,6 femmes assassinées caractérisées de féminicide, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui sont assassinées après des vols à main armée, etc. Donc ça ne rentre pas dans le cas des féminicides. Spécifiquement dans le cas des féminicides, en 2019, on a eu 1314 féminicides, alors qu'il y en avait eu 1225 l'année précédente, en 2018. Plusieurs associations féministes dégagent la piste, soulignent que probablement cette augmentation des féminicides peut être en lien avec l'élection de Jair Bolsonaro à la présidence du Brésil, qui est un homme politique qui a eu beaucoup de réflexions machistes, sexistes, homophobes. Il a d'ailleurs agressé verbalement une députée, Maria del Rosario, en lui disant qu'elle ne méritait pas d'être violée parce qu'elle l'aide. Il a par ailleurs posé son veto à un projet de loi qui voulait que quand une femme arrivait à l'hôpital pour agression, que l'hôpital actionne automatiquement la police, donc il a posé son veto. Donc effectivement, une situation qui a tendance à empirer depuis son élection. La plupart des femmes assassinées au Brésil sont noires et métisses, 66% en tout cas pour l'année 2013. Je n'ai pas réussi à trouver de chiffres plus récents par rapport à une coupe ethnique pour des années plus récentes, et par rapport à des plaintes déposées dans les stations de police pour des agressions de la part des agressions domestiques pour ces 10 dernières années, 58% étaient des femmes noires ou métisses aussi. Également, les femmes transsexuelles donc sont très fortement touchées par cette violence. Le Brésil est le pays qui assassine le plus de personnes transsexuelles au monde. En 2019, il y avait 124 personnes transsexuelles, personnes transsexuelles. Peut-être pas nécessairement des femmes, peut-être aussi des hommes transsexuels. Donc 124 personnes assassinées au Brésil. C'est le premier pays. Le Brésil occupe le premier rang pour l'assassinat des personnes trans au monde depuis ces 10 dernières années. 99% des personnes transsexuelles au Brésil se disent en insécurité. Les 2 États qui ont le taux le plus élevé de féminicide au Brésil, c'est Acre, qui va être donc un État de la partie en Amazonie, et Alagoas dans le reste du Brésil, avec 2,5 féminicides pour 100 000 habitants. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire pour lutter contre les violences domestiques? Donc je vais parler rapidement de la loi Maria da Penha, qui est très emblématique au Brésil. Maria da Penha, c'était une femme qui était pharmacienne, qui en 1983 était victime de 2 tentatives d'assassinat de la part de son mari. Donc la première fois, il lui a tiré dans le dos. Suite à cette première tentative d'assassinat, elle a été paraplégique, et ensuite il a essayé de l'électrocuter. Donc la justice a énormément traîné pour traiter le cas. Le premier jugement a eu lieu en 1991, soit 8 ans après les faits. Le mari est ressorti libre. Il y a eu un deuxième jugement en 1996, même chose. Le mari n'a pas été incarcéré. Donc, elle a décidé de porter plainte auprès de la Commission interaméricaine des droits humains en 2001. Et le Brésil a été condamné par la Commission pour négligence et tolérance envers les violences domestiques, a été invité à changer sa législation. Donc, à partir de là, soit 19 ans après les faits, en 2002, il y a eu la création d'un consortium d'ONG féministes
pour l'élaboration d'une loi contre les violences faites aux femmes, qui sera finalement votée par unanimité au Congrès et au Sénat en 2006. Donc, c'est la loi 11 340, qui est connue comme la loi Maria da Penha, et qui est devenue un symbole national de la lutte contre la violence faite aux femmes. Maria da Penha, donc, elle a un institut qui s'appelle Instituto Maria da Penha, qui également peut être un canal, une chaîne, une possibilité de obtenir de l'aide et des informations quand on est victime de violences conjugales. Elle a été candidate au prix Nobel de la paix en 2017. Donc la loi Maria da Penha, elle est très complète, elle est considérée par l'ONU comme l'une des législations les plus avancées pour la lutte contre les violences domestiques. Malheureusement, il y a beaucoup de restrictions à son application. Par exemple, seulement 7,9% des municipalités brésiliennes ont des postes de police spécialisés pour s'occuper des femmes. Ça va être a Delegacia da Mulher, do Atendimento à Mulher. Les postes de police souvent sont fermés la nuit, le week-end également. Parfois, les juges tardent à promulguer des mesures d'éloignement qui sont pourtant prévues dans la loi. Il y a également dans cette loi Maria da Penha qui prévoit un hébergement pour les femmes victimes de violences, pour les enfants de ces femmes également. Donc, une loi qui, sur le papier, est très bien, mais malheureusement, il y a encore beaucoup de problèmes. En ce qui concerne le confinement, différentes ONG qui s'occupent de femmes ou de la violence domestique estiment qu'il y a eu une augmentation de 50% des violences pendant le confinement dans l'État de São Paulo et Rio de Janeiro, malgré une baisse de 8% sur le territoire national des dénonciations faites, par exemple, sur une ligne de téléphone, c'est-à-dire qui sont en situation de violence. Donc, pas parce qu'il faut faire la dénonciation de police sont fermées. Donc, finalement, les personnes ont peur, n'arrivent pas à faire la plainte, elles vont jusqu'à la délégation, jusqu'au poste de police et il est fermé. Mais en fait, on s'est rendu compte qu'il y a une augmentation des violences par Twitter. Il y a eu sur Twitter, les personnes ont tendance à plus dénoncer les personnes qui sont victimes ou le voisinage. Donc, on a vu qu'il y a une augmentation de 400% des dénonciations sur Twitter de disputes de couple. Donc, c'est par rapport plus aux réseaux sociaux qu'on arrive à avoir une idée de l'augmentation du phénomène. Et voilà, donc il y a eu 52 513 mentions de personnes qui ont relaté des disputes et 5 583 qui disaient qu'il y avait eu des violences. Mais je suppose qu'il va y avoir un document qui va circuler à la fin qui veulent avoir de l'aide en cas de violence conjugale domestique. On va voir la Delegacia do Atendimento à Mulher, qui malheureusement souvent est fermée ou ne prend que les cas qui sont considérés très graves à cette période de... Donc, je dirais sinon d'appeler le numéro 180 qui est en situation de violence. Le numéro 190 qui est de la police militaire, c'est pas le meilleur. Je connais beaucoup de personnes qui disent que les personnes ne sont pas formées particulièrement aux questions de genre. Ça va être la police militaire pour absolument toutes les plaintes que vous voulez déposer. Donc, j'insisterai plutôt sur le 180. Et sinon, une initiative citoyenne qui s'appelle hashtag #ToComElas. C'est une initiative de plus de 500 volontaires. Donc, sur Internet, vous tapez #ToComElas. J'imagine que ça va circuler dans le document. Vous pouvez rentrer en contact avec moi également. Donc, une association, une initiative qui regroupe 500 volontaires qui offrent des orientations juridiques, psychologiques et une assistante sociale et gratuite pour les victimes de violences. Voilà. Merci Jenny et merci à tous. Oui, du coup, je confirme qu'on a regroupé sur un document toutes les infos, les numéros en fait pour chaque pays, les numéros utiles et nos contacts aussi. Si après on vous le fera passer.
Du coup, là, je vais parler vite fait de l'Argentine. En fait, ici aussi, il y a eu, enfin, pareil, il y a des chiffres qui montrent que les violences ont augmenté, en fait, sur cette période par rapport à l'année dernière. En fait, il y a une association de la société civile, la Casa del Encuentro, qui s'occupe depuis beaucoup de temps de faire cet observatoire des féminicides. Et du coup, ils ont des chiffres très précis. Du coup, sur la période du confinement, ils ont compté 49, enfin, du coup, du 20 mars au 14 mai, 49 féminicides. Pour comparer aux années, sur la même période, les années précédentes, il y en avait eu 40. Il y a 2 ans, il y en avait eu 38. Donc, voilà, il y a eu une augmentation. Il y a eu une augmentation aussi des appels à la ligne 144. Et ici, en fait, la réponse, elle a été très étatique, en fait, parce que je voulais mettre l'accent sur ça, parce que c'est un peu la différence ou la particularité de l'Argentine, c'est que depuis l'élection d'Alberto Fernandez, on a un ministère des femmes, des genres et de la diversité. Donc, on est passé, c'était un institut national, genre Conseil de las Mujeres, et on est passé au niveau d'un ministère. Et, et, la, et ça, c'est une conquête, en fait, de tous les mouvements féministes qui existent en Argentine et de toutes les organisations féministes, de tous les mouvements politiques qui aussi qui intègrent les luttes féministes dans leur militance. Et du coup, il y a eu une grande réponse. Voilà, ils ont augmenté les moyens pour la ligne 144. La même chose qui s'est passée dans d'autres pays. Il y a une application qui a été mise en place. Il y a eu aussi la mesure de, comme en France, je crois que c'était pareil en France, où on pouvait dénoncer dans les pharmacies. Donc, on pouvait aussi dénoncer dans les pharmacies. Ce qui a été remarqué, c'est que les plaintes, elles ont diminué, mais les appels au 144 ont augmenté, en fait. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre Et en fait, le confinement, il n'a pas freiné en fait tout ce mouvement en fait de politique féministe au pluriel, je dirais, qui a été mise en place par ce gouvernement et donc par le ministère, puisque en ce moment, il y a un grand travail qui est fait. C'est une loi qui a été votée en janvier 2019, c'est la loi Micaela, donc qui impose à tous les fonctionnaires d'avoir une formation en perspective de genre et d'avoir une formation en fait un peu ce que Héloïse nous a présenté maintenant, que tous puissent avoir donc cette formation obligatoire, et ils sont tous en train, en fait, elle est mise en place cette formation, même s'il y a le confinement, ils sont en train de la faire. C'est pas, enfin, ça pas, le confinement n'a pas freiné tout ce qui est des avancées féministes en fait par rapport à l'Argentine. Et du coup, enfin, je trouvais ça intéressant parce que justement, ça reprend ce que disait Héloïse, en fait, cette vision globale ou voilà, transversale de ce qu'est le féminisme et les luttes contre les violences, en fait, d'inclure les luttes contre les violences de genre et les violences domestiques dans une politique beaucoup plus globale. Et voilà, du coup, même, je sais qu'ils continuent aussi, il y a un plan ils veulent monter un plan un plan national contre la violence. Et ça, c'est prévu qu'au départ, ils travaillent avec des organisations de base qui déjà travaillent ce thème-là, parce qu'il y a beaucoup de travail de base, de militance de base en Argentine au niveau des féminismes. Et donc, il y a un lien important qui se fait entre le ministère, entre l'État et ces organisations de base, et les forums participatifs qu'ils avaient prévu de faire. Bon, maintenant, ils les font en ligne. Et voilà, donc ça freine, ils s'adaptent. Et qu'est-ce que je voulais dire? Voilà, je veux dire que ouais, malgré ça, en fait, peut-être mettre l'accent sur que malgré ça, en fait, malgré tout ce travail politique d'État, en fait, il y a quand même, enfin, il y a des violences, il y a des féminicides, et ils ont augmenté, et les violences continuent à exister. Et donc, encore une fois, je pense que ça met en parallèle avec ce que disait Loïs, que c'est en plus un grand changement culturel et systémique qui nécessite beaucoup de temps, et, et que bon, peut-être le travail, enfin, c'est pas suffisant.
Et c'est très important ce travail aussi avec les organisations de base, en fait, qui ont continué aussi à les consejerías. Je sais que les consejerías il y a des consejerías contre les violences dans plusieurs organisations parce que déjà, le féminisme comment dire, s'est répandu dans beaucoup d'organisations, que ce soit éducatives, politiques, etc. Donc, tout ce travail qui existait avec le contact humain, il a continué. Les liens des personnes, les conseillères, elles se sont faits maintenant par WhatsApp. Les militantes, elles continuaient à se communiquer, etc. C'était plus compliqué parce que justement, on n'ose pas appeler, etc. Donc, fallait trouver d'autres moyens, mais ce travail, il a été fait en fait. Voilà, j'aurais d'autres choses à dire, mais bon, c'était pour aller vite. Et si vous avez des questions après. Et après, on voulait juste faire, on voulait aussi, Cécile, si tu sais, en fait, poser une question avant qu'on passe aux questions des gens qui nous écoutent, par rapport parce qu'on avait fait un peu on pensait aussi aux Français qui vivent à l'étranger. Qu'est-ce qui est fait au niveau des consulats et des ambassades françaises par rapport à ce thème-là? Est-ce que c'est pris en compte? Est-ce que, ou pas? Ou voilà. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus? Donc, j'ai eu la chance, d'être conseillère consulaire encore jusqu'à ce qu'il y ait les prochaines élections. Et depuis 2014, je suis aussi à l'Assemblée des Français de l'étranger. Et comme c'est des thématiques qui me sont chères de par mes obligations professionnelles, on a essayé de voir ce qui était fait au niveau des consulats et ce qui est possible de faire. Alors, pas grand-chose. Pas grand-chose, ça va dépendre essentiellement de l'humain, du consul que vous allez avoir, de sa plus ou moins bonne volonté. Mais sachez qu'on a le droit de les obliger au moins de leur faire faire quelque chose pour les victimes, puisqu'il y a un guide qui a été publié il y a une dizaine d'années qui s'appelle Être victime à l'étranger. Ce guide, je crois qu'on le mettra aussi dans le document qui sera publié avec ce live. Donc ce guide ne comportait absolument rien pour les femmes victimes de violences et encore moins pour les femmes victimes de viol. Moi, en 2014, quand j'ai été élue, ça a coïncidé avec 3 affaires de viol, une à Bogota, enfin une en Colombie, plutôt sur la côte Caraïbe, d'une Française, une en Équateur et une au Pérou. Et donc, sécurité, et on a réussi à faire amender à l'unanimité ce guide en demandant une aide juridique, psychologique et médicale, donc c'est-à-dire une orientation, parce qu'on sait très bien que les consulats n'ont malheureusement pas les moyens ni le personnel adapté pour ça, mais ils se doivent d'accompagner la victime, et ça on peut l'exiger, donc c'est quelque chose, je pense que ce guide, on devrait tous l'avoir et au moins leur montrer que ça existe, leur rappeler et qui regardent, mais qui l'étudient peut-être, parce que je pense qu'ils n'ont pas de formation non plus là-dessus. Donc voilà, c'est la seule chose qui existe et à laquelle on peut faire appel si on est victime à l'étranger. Voilà. D'accord, merci Cécile. Du coup, est-ce que Florence, est-ce qu'il y a des questions que tu peux nous passer ou pas? Alors, en direct du plateau, je suis donc en train de suivre les échanges et pour l'instant, c'est assez calme. Je dois vous dire, à part justement l'intention d'Eva que j'ai partagée, il y a peut-être juste la participation de Fabiola et d'Adolfo qui nous ont dit bonjour comme ça sur le chat, mais il n'y a pas de commentaires. Et donc, si les uns et les autres souhaitaient intervenir de votre côté et puis compléter sur d'autres choses que vous avez déjà dit, ou bien si le public qui nous suit, là, les 21 personnes qui nous suivent souhaitent s'exprimer, c'est le moment. Je sais pas. Ou est-ce qu'on a des questions entre nous? On peut se poser des questions entre nous si vous en avez. Sinon, s'il n'y a pas d'autres questions, on peut passer. Moi, je vais bien rajouter un truc. Oui. Sur le Brésil. Enfin, c'est juste des ressources qui peuvent être utiles et des mouvements féministes que moi j'ai connus pendant ma thèse et qui sont vraiment hyper mobilisés dans la lutte contre les violences intersectionnelles et structurelles du coup. Et je pense que c'est chouette d'avoir leur nom en tête. Il y a 2 ONG féministes qui sont hyper actives et vraiment très, très chouettes en termes d'analyse et de pratique, qui sont SOS Corpo, qui est à Recife et qui a une page Facebook qui poste plein d'analyses, et SOF,
che è Sempre Viva Organización Feminista, qui est à São Paulo, et qui, pareil, poste des choses hyper intéressantes. Et sinon, il y a pas mal de mouvements féministes bien actifs qu'on peut contacter, auxquels on peut poser pas mal de questions. Il y a la Marcha Mundial das Mulheres, il y a pardon. Dans le milieu rural, il y a le MMTR, Movimento da Mulher Trabalhadora Rural do Nordeste, le MMC, le Movimento Mulheres Campesinas, donc qui, elles, vont pouvoir réagir spécifiquement sur les violences en milieu rural et les violences contre les femmes, les populations indigènes, etc. Quoi d'autre? En tout cas, voilà, au Brésil, je trouve qu'il y a une telle effervescence de mouvements féministes organisés qui fonctionnent ensemble, Marcha das Margaridas aussi, qui va rassembler plein de mouvements et d'ONG, qui peuvent être contactés par Facebook pour des questions ou ont pu les rejoindre, et qui me semblait chouette de rappeler leur existence. Merci. Moi, je vais aussi en profiter pour rajouter quelque chose. Donc, moi aussi, je suis au Brésil et je suis à les différentes initiatives. Et on a vu passer des petites vidéos qui sont intéressantes justement parce qu'on considère que les personnes qui actuellement sont victimes de violences, puisqu'elles sont toutes seules, eh bien, elles ont aussi beaucoup moins la possibilité d'alerter quelqu'un lorsqu'elles sont en situation de violence. Parfois, on peut considérer que leur mari leur a confisqué leur téléphone ou bien qu'elle ne peut pas parler, etc. Et donc, il y a des petites vidéos qui ont été faites au niveau de chaque État, puisque c'est fédéral et que les contacts sont différents, qui sont des vidéos sans bruit, silencieuses, avec que des images. Les numéros de... Donc, du coup, ça veut dire que si vous recevez cette vidéo, vous n'êtes pas obligé de son et vous pouvez la regarder toute seule quand vous allez faire pipi en attendant quelque chose. Et puis aussi un code d'identification, comme par exemple, soit combiné d'un code avec une personne qu'on connaît, ou bien mettre par exemple une serviette rouge sur son mur ou à sa fenêtre pour indiquer qu'il se passe quelque chose. Et c'est cette initiative qui tourne dans les réseaux féministes. Je pense que c'est quelque chose d'intéressant à dire. Et j'en profite pour dire qu'on a eu 2 questions qui sont arrivées sur le chat pendant que nous parlions, notamment une question de Marie Joy, qui dit bonjour, je n'ai pas bien suivi le début. Il a été dit pour le Mexique que l'avortement est légal dans la capitale, mais pas dans le reste du pays. C'est bien cela. Et qu'en est-il pour les autres pays évoqués aujourd'hui? Voilà. Donc, si vous pouvez en profiter pour faire un petit point sur la question de l'avortement dans le respectif. Du coup, vas-y Rémi, commence. Oui. Oui, le Mexique, pour les Français, comprendre un peu, c'est un État fédéral, donc comme l'Allemagne ou les États-Unis. Donc chaque État a une autonomie pour passer sa propre loi. Et donc la ville de Mexico est une entité fédérale à part entière, comme les Berlin ou Baltimore, des villes comme ça. Et c'est une ville qui historiquement est très, j'ai le mot en espagnol, à l'avant-garde. À l'avant-garde. Pionnière. À l'avant-garde, voilà. Elle est très pionnière sur les luttes, en particulier des femmes. Donc, jusqu'à aujourd'hui, où la mère est Claudia Sheinbaum est une femme, justement. Et donc, oui, l'avortement a été l'accomplissement de luttes assez anciennes. Mais effectivement, c'est que dans la ville de Mexico. Et il y a des États autour très conservateurs. Je pense à celui du Nord, l'Estado de Mexico, qui est tenu par le PRI. Donc je me rappelle d'il y a quelques années de voir des campagnes anti-avortement en arrivant sur l'autoroute qui arrive sur la ville de Mexico. Parce que ça crée aussi, ça peut créer donc des femmes en difficulté qui veulent avorter dans des conditions dignes, viennent à la ville de Mexico. Donc c'est un cas... c'est un cas très, très, très spécial dans le pays.
Et aussi, si on avance sur les questions LGBT, par exemple, où les droits sont très, très avancés par rapport au reste du pays, même parfois par rapport à la France, puisque quand les personnes peuvent changer leur nom officiellement, enfin, les personnes qui changent de sexe ou quoi, donc c'est quand même un État-ville qui est très en avance, ne serait-ce que par rapport au Mexique. Je sais pas, c'était quoi l'autre les questions, c'était sur les autres pays après, il me semble. Oui, après, on peut faire un tour en fait, sur les autres pays. Enfin, je sais pas, Cécile, si tu veux. En Colombie, l'avortement. Donc, l'avortement est légal seulement pour 3 cas. Donc, dans le cas de naissance du fœtus, dans le cas où il y a un risque pour la mère, la vie, ou dans le cas d'un viol. Donc, on n'a que ces 3 cas. Il y a eu un débat fin février, début mars, puisqu'on a demandé, beaucoup d'organisations féministes ont demandé une légalisation complète. La Cour constitutionnelle a finalement statué non, puisque ça a entraîné en fait les combats de tout le secteur religieux extrémiste, beaucoup d'évangélistes en Colombie, Opus Dei et compagnie. Et ensuite, il faut savoir qu'il y a quand même un paradoxe, et encore une fois, il y a une institution colombienne qui s'appelle Pro Familia, qui pratique des avortements, même s'ils ne rentrent pas vraiment dans ces cas-là. Donc, on voit vraiment il y a des possibilités pour les gens qui habitent en ville, il y a des facilités. Ça reste un petit peu légal et pas légal. Enfin, vous voyez, c'est toujours cette manière d'interpréter et de mettre en pratique les lois en Colombie. Donc voilà, on en est là. Jenny, tu veux parler du Brésil, si tu veux? Ouais, au Brésil, c'est pareil. L'avortement est interdit. Il est légalisé en cas de viol ou alors si la vie de la mère ou de l'enfant est en danger. Mais il y a des projets de loi, notamment de la part d'un député du PSL, qui est l'ancien parti de Jair Bolsonaro, qui maintenant n'a plus de parti politique, bref. Et donc, un député de son parti essaye de faire retirer le droit d'avortement en cas de viol. Mais pour l'instant, le projet de loi n'a pas encore été voté, mais c'est comme en Colombie. Viol ou alors danger de la vie de la mère ou de l'enfant. Et du coup, en Argentine, la loi avait failli passer il y a maintenant, je suis perdue un peu, si ça fait 1 ou 2 ans, je suis désolée. Mais et là, justement, l'idée, c'est que le président s'est engagé à. Donc, pour le moment, c'est les mêmes conditions à peu près qu'en Colombie. Mais le président s'est engagé à faire passer la loi pour l'avortement, le nouveau président depuis 2019, à faire passer la loi pour l'avortement, en fait, qui a mobilisé beaucoup, toute la société argentine, vraiment. Ça a été c'est une conquête vraiment, encore une fois, de tous les mouvements féministes et tous les divers mouvements féministes qui existent en Argentine. Et donc, l'espoir, c'est que ça passe cette année, en fait. Après, avec le confinement, ça ralentit beaucoup le travail parlementaire. Mais il y a pas il y a cette semaine, je crois, il a réaffirmé que la loi était prête et qu'il fallait elle allait repasser, il allait la représenter au Parlement. Et normalement, l'espoir, c'est que ça passe, en fait, cette année. Ouais. Donc, voilà. Et je ne sais pas si ça a répondu bien à la question. Est-ce qu'il y en a d'autres? Mais apparemment, oui, puisque Marie apparaît davantage, mais pour l'instant, il n'y a pas d'autres questions. Voilà. Mais du coup, peut-être juste dire au sujet des avortements dans les pays où c'est criminalisé ou illégal, c'est que c'est une discrimination de classe sociale, puisque en fait les classes privilégiées avortent. Il y a des cliniques où en payant le prix, on peut avorter dans des conditions assez safe pour sa santé, et que au final, quand on est paupérisé ou quand on appartient à des classes sociales appauvries, on fait des avortements clandestins et on en meurt. Et il y a même la question du racisme dans les hôpitaux, nombre de compañeras qui font des avortements
clandestins et qui vont à l'hôpital ensuite pour s'assurer de ne pas avoir d'hémorragie interne se font dénoncer parce qu'elles sont noires et avorteuses par le personnel, par des personnels hospitaliers. Donc c'est aussi toute une question de nécropolitique qui se passe et de discrimination sociale, classiste et raciste autour de l'avortement. Ah, d'ailleurs, moi j'ai une question, du coup, comme on en parle. En fait, j'ai vu qu'en France, enfin, j'ai vu vite fait, en France, en fait, il y a eu aussi, comment dire, une conséquence du confinement, non, dans l'accès au droit à l'avortement, où j'ai mal lu, enfin, j'ai lu vite ça, vite fait. Est-ce que Héloïse, tu sais un peu plus ou... Il y a eu une demande de la part de tissus militants et associatifs qu'il y ait une prolongation du délai pour autoriser pour faire des avortements, puisqu'on était en confinement, puisque les hôpitaux étaient saturés et que ce n'était pas la priorité. Et alors, j'avoue que je sais plus parce qu'il y a eu des discussions, ça a été accepté et peut-être après remis en question. Donc, je ne sais pas ce qu'il en est aujourd'hui. Mais en tout cas, c'était ça l'enjeu, de renégocier les délais. D'accord. Ah, bon, merci. Et du coup, s'il n'y a pas d'autres questions, Florence, on va passer à la fin de... Héloïse va recommencer. Je sais pas, il y a une question? Pour l'instant, non. Ah, du coup, pour finir, du coup, l'idée c'était de parler de l'autodéfense et que faire quand on est témoin, au-delà du fait de partager tous ces contacts et infos utiles qu'on a. Est-ce qu'il y a d'autres choses à faire? Du coup, Héloïse, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ça? Oui, en fait, avec mon association à faire face, en période de confinement et en voyant la situation qui était en train de s'installer, on s'est dit qu'on devait, nous, d'essayer de faire quelque chose, en tout cas pour essayer de transmettre des pistes à des personnes qui seraient en train de vivre des situations de violence confinées. Et du coup, on a fait une vidéo assez courte de 5 minutes qui s'appelle Quelques pistes d'autodéfense en situation de confinement, qui est disponible sur notre page Facebook et sur notre site de Faire face autodéfense, et pour lesquels on a fait les sous-titres en italien, en espagnol et en portugais. Donc voilà, ça, vous pouvez retrouver cette vidéo. Et en fait, je m'appuie un peu dessus parce que c'est des pistes d'outils simples quand on vit une situation de violence et qu'on est confiné. C'est des pistes d'autodéfense. Alors bien sûr, c'est très restreint parce que ce qu'on communique en grand public, c'est pas du tout ce qu'on peut communiquer dans le cadre d'ateliers de prévention des violences et d'autodéfense. Mais en tout cas, c'est pour donner transmettre quelques outils. Et en plus de cette vidéo, je recommande aussi, il y a un ouvrage qui a été écrit par Irène Zellinger, qui est de l'association Garance à Bruxelles, donc une grande association d'autodéfense. Et Irène Zellinger, elle a écrit un ouvrage qui s'appelle Non, c'est non, et qui est disponible sur Internet, sur le site de InfoKiosque en téléchargement libre, et qui donne beaucoup de pistes aussi et d'outils d'autodéfense. Donc voilà, alors simplement pour partager quelques pistes quand on vit des violences et peut-être aussi quand on est témoin. En premier lieu, ce sur quoi on insiste, c'est de s'écouter et écouter ses limites et les limites qu'on ressent et qu'on souhaite poser.
quand on vit une situation. C'est-à-dire que quand on vit une agression, nos limites personnelles, elles sont dépassées. Et notre corps, il va réagir à ce dépassement de nos limites. Donc, les réactions du corps, ça peut être des palpitations, on peut ressentir un estomac, une montée de chaleur, les muscles qui vont se tendre, on peut sentir des sensations de flou, de chaud, la respiration qui se coupe, ou des émotions assez intenses comme la colère, la peur. Et en fait, toutes ces petites émotions, sensations, elles sont importantes parce que nous, c'est ce qu'on appelle les sonnettes d'alarme. En fait, c'est des sensations qui se manifestent du fait de l'adrénaline qui est produite par notre corps. Et l'adrénaline, elle est produite par le corps quand on vit une situation de danger. C'est pour nous donner les ressources, la force de réagir. Donc, c'est important d'y prêter une attention parce que ça nous donne l'indicateur que la situation ne nous convient pas et qu'on est en train de vivre quelque chose qui ne nous va pas. Et donc, on est légitime à réagir et à faire quelque chose pour nous mettre en sécurité. Donc, un conseil, c'est d'écouter ces sensations et d'écouter ces limites. Et que les limites, elles sont propres à chacun, chacune. Elles ne se discutent pas. Et elles sont les nôtres. Elles sont absolument nécessaires à notre bien-être, à notre survie. Et il faut savoir, il faut, sans être c'est important d'écouter ce qu'on ressent et ces limites-là et se faire confiance quand on ressent ça. Et alors, on a partagé dans les différents pays des ressources extérieures, donc des institutions, des associations, des services, des numéros qu'on peut contacter en cas. Mais là, je vais revenir sur des ressources plus intérieures qu'on peut aller chercher pour soi en premier lieu, pour essayer de se mettre en sécurité, et aussi des outils pour l'extérieur pour essayer de s'extraire. Donc, en se rappelant que chaque personne est différente, chaque situation est différente et on peut vivre des oppressions croisées, imbriquées. Mais donc, face à une situation qu'on n'a pas demandée, face à une situation qui nous fait peur, bien sûr, important, c'est respirer. Prendre un temps pour respirer si on le peut, selon la situation dans laquelle on est en train de vivre. Et ça nous aide à ne pas figer et à gagner du temps et à faire circuler cette énergie pour pouvoir réagir à une situation d'agression. Donc, penser à ce qu'on peut faire et essayer de penser à ce qui se passe et à comment on se sent. Donc, la respiration, vraiment, pour ne pas se bloquer dans une situation d'agression. On peut crier. On a une voix qui est très puissante et qui peut nous aider à appeler, mais aussi à réagir à une agression qu'on est en train de vivre. On peut regarder dans les yeux la personne qui nous agresse et lui dire non, ou lui dire ce qu'on a à dire. On peut fuir, même en situation de confinement. Fuir n'est pas interdit et on peut fuir quand on subit une agression. Et on peut se défendre physiquement en frappant. Et quoi qu'on choisisse de faire, que ça soit respirer, que ça soit crier, que ça soit fuir ou que ça soit se défendre en frappant, il faut le faire avec 100% de son énergie. On met toute son énergie dedans et on y va à 100%. En termes de ressources extérieures, alors attendez, je vais essayer d'enlever cet invité. Voilà. En termes de ressources extérieures, ou en tout cas se préparer pour essayer de chercher à se mettre en sécurité, on peut préparer un plan de départ, c'est-à-dire choisir son bon moment, le moment où on a une opportunité de partir pour demander de l'aide, en se préparant, peut-être en mettant des affaires importantes de côté pour pouvoir le moment où où on a un échappatoire pour partir, chercher le prétexte pour se mettre en sécurité, le prétexte pour sortir, penser à tous les moments où on peut être seul un instant
Donc, est-ce que c'est aller faire un achat? Est-ce que c'est aller dans la salle de bain, s'enfermer un moment? Et donc, pouvoir préparer un petit peu l'essentiel pour un plan de départ. On peut fuir si on n'a pas le temps de préparer un plan de départ et qu'on est dans une situation d'agression immédiate. On peut essayer aussi de fuir. On peut essayer de briser notre isolement. Donc, en confinement, c'est particulièrement complexe parce qu'on a moins toutes ces opportunités éventuelles. Mais on peut essayer donc de briser l'isolement en parlant à des personnes qui pourraient nous écouter, des amis, de la famille, des collègues peut-être, ou alors même des voisins, des voisines, des personnes qu'on croise au supermarché, des caissières, des caissiers, des pharmaciennes, des pharmaciens, le médecin, la médecine. Donc voilà, on peut essayer de prendre contact aussi avec des associations, celles qui ont été citées, et en tout cas essayer d'avoir un échange et d'interpeller des personnes. On peut demander de l'aide par téléphone, par texto, par mail, pour essayer de solliciter de l'aide. On peut essayer de demander de l'aide aux voisins. Donc, en situation de confinement, l'avantage, entre guillemets, c'est qu'ils seront là au final. Et du coup, essayer de les solliciter. Et lorsque c'est une situation d'agression immédiate où on a besoin de réaction immédiate, on peut donc crier, mais aussi ce qui peut interpeller davantage les gens si on a peur qu'ils ne réagissent pas, c'est de crier au feu au final, parce qu'à ça, les personnes, elles vont sortir. Donc, ça peut être un outil, quoi. Ensuite, pour finir, je voulais faire un petit point quand on est témoin ou quand on pense qu'on a des personnes qui sont en train de vivre une situation d'agression, qu'est-ce qu'on peut essayer de faire pour agir et pour être solidaire avec les personnes. Et alors, si on entend une personne crier ou demander de l'aide, si on suspecte un cas de violence conjugale, bien sûr, on est en situation de pandémie, on a peur de sortir, de s'exposer, donc c'est pas interdit qu'on prenne nos dispositions sanitaires, qu'on se masque ou que voilà, on sorte, on se désinfecte les mains pour pas se sentir en danger soi-même. Et voilà, donc si on suspecte, on peut aller sonner à la porte des personnes où on suspecte qu'il y a une situation d'agression. On peut appeler la police éventuellement, si on fait confiance à la police. On peut crier, faire du bruit, interpeller, attirer l'attention. Donc ça peut aussi bien attirer l'attention de l'agresseur, mais ou d'autres personnes. Et où on peut demander à d'autres voisins, voisines de venir avec nous pour aller sonner. Parfois, on se sent plus en sécurité, plus fort et forte quand on y va à plusieurs. Si on croise la personne qu'on suspecte de subir des violences, si on la croise à un autre moment dans les escaliers ou quoi que ce soit, on peut lui demander si ça va, lui demander si elle a besoin d'aide, simplement. On peut, si on a son numéro, lui envoyer un message, un SMS en disant que même qu'on est là, dispo, qu'elle peut venir à n'importe quel moment sonner à la maison. Et même si elle ne répond pas, c'est important de recevoir, quand on subit de la violence, c'est important de recevoir ce type de message et de savoir qu'il y a des personnes qui sont quand même disponibles. On peut trouver des prétextes pour aller aussi sonner chez elle, lui demander un coup de main pour des courses ou pour remplir, je ne sais pas s'il y a des attestations à faire de sortie dans les différents pays, mais comme ici on avait ça, on peut aller lui demander de l'aide pour remplir son attestation et la faire du coup sortir avec ce prétexte qu'elle vienne nous aider, mais en fait ça va être le moment où on va pouvoir lui parler et lui donner un échappatoire éventuel. On peut coller des affiches avec les numéros d'urgence dans les cages d'escalier ou sur les portes de l'immeuble, donc mettre ces informations visibles. On peut donc lui proposer de venir chez nous.
Et ce qui est important, c'est de ne pas la charger si jamais on arrive à lui parler et on arrive à la faire venir ou sortir, ne pas être injonctive, culpabiliser, mais en tout cas valoriser la personne. Et si une personne se confie à nous en disant qu'elle subit effectivement des violences, on a quelques conseils pour être une bonne alliée, en fait, une bonne personne soutien, même si c'est assez difficile de savoir quoi faire et quoi dire dans ces situations. En général, on parle de la bienveillance, d'être réactive, réactif et d'être disponible. Ces 3 éléments-là importants. Donc, quand quelqu'un vient nous voir pour nous parler de violences qu'elle est en train de vivre, bien sûr, c'est d'entendre, d'écouter et de croire. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour mener l'enquête, on n'est pas flic, on croit stricto sensu ce que la personne nous dit. Et on va essayer de valoriser son discours, de reconnaître que ça demande beaucoup de courage de venir en parler. Ça permet de dire qu'elle fait les choses bien et de casser un petit peu du coup cette baisse de confiance en soi que suscitent les violences. On peut rappeler le cadre de la loi et redire que l'agresseur n'a pas à faire ça, que ce n'est pas légal. Et on peut mettre les mots. Si la personne nous dit « Ah, mais bon, il m'a bousculé, il m'a juste un peu bousculé », alors qu'on entend qu'il s'agit d'un coup ou d'une violence, on peut mettre les mots sur le fait que non, ça c'est frapper et rappeler que c'est puni par la loi, les lois. Ce qui est important, c'est de ne pas dénigrer l'auteur parce qu'un cas de violence conjugale, c'est pas simple. C'est une personne avec qui on vit, qu'on a choisi, dont on est amoureux, amoureuse. Donc, c'est pas évident de reconnaître que la personne qu'on a choisie, avec qui on partage, qu'elle peut être violente et qu'on s'est trompé. Donc, essayer de ne pas dénigrer l'auteur pour ne pas reporter cette honte, mais peut-être dire qu'effectivement, oui, l'auteur de l'agression peut être en souffrance, mais ce qui est important, c'est qu'on va s'occuper d'elle, de elle, c'est notre amie ou c'est notre voisine, on est là pour elle en tout cas, et c'est ça qui est important. Dire qu'on est disponible et qu'à n'importe quel moment, elle peut venir frapper à la porte, appeler, venir nous trouver. Et qu'elle peut en parler avec des amis, des professionnels, des associations qui peuvent répondre à ça. Et qu'elle peut aussi porter plainte éventuellement, sachant qu'effectivement, ce n'est pas les mêmes pour toutes. Si on n'a pas de papier ou si on est racisé, aller porter plainte, ce n'est pas forcément une solution qui va nous mettre en sécurité. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est de garder le lien. Les personnes qui sont victimes de violences, elles ne vont pas forcément tout de suite sortir de cette situation, même si elles sont convaincues, même si elles ont envie de partir. Mais elles peuvent faire beaucoup d'allers-retours avec le conjoint et ça peut prendre longtemps, et même parfois 1 an ou plusieurs mois. Parce que la confiance est détruite, l'estime de soi est détruite, parce que ça prend du temps et parce qu'on a cette sensation de culpabilité. Donc voilà, simplement, pour être allié et soutien, c'est être important de ne pas culpabiliser si la personne ne parle pas et de rester présente et disponible, même sur un temps un peu. Donc voilà, ça c'est quelques conseils généraux qu'on donne ou que l'on partage quand on est victime ou quand on est témoin. Sachant que voilà, il y a ces ressources que je vous ai transmises du livre Non, c'est non de Irène Zellinger, ou alors des associations qui font des ateliers de prévention des violences où il y a davantage de ressources à pouvoir partager ensemble. Merci. Est-ce qu'il y a des questions, Florence? Non, il n'y a pas encore. Vraiment, tout a l'air très clair pour tout le monde parce que personne pose des questions où tout le monde est en train de réfléchir très profondément à tout ce qui a été dit. Moi, j'en ai une quand même personnellement. C'est, disons, une question qui me revient souvent, disons,
entre guillemets, sens commun, qui n'est pas forcément le meilleur sens, mais c'est souvent des personnes elles écoutent une situation effectivement de violence et l'action qu'ont ces personnes, c'est ça ne me concerne pas parce que je ne sais pas ce qui s'est arrivé, pourquoi ce couple se bagarre, donc je ne vais pas essayer de faire le juge de paix. Et donc une réaction, c'est justement d'essayer de dire de toute façon, on va chercher des noises. Comment essayer de contrer ce type de comportement-là et inciter justement une personne à devenir acteur et prendre les mesures dont tu viens de parler. C'est sûr que comme effectivement, c'est ce qu'on entend tout le temps, c'est difficile de contrer cette réaction de sens commun qui est légitimée de toutes parts, hein, comme si les violences conjugales étaient une affaire individuelle et pas sociale ou politique. Mais que faire? C'est-à-dire que quelles que soient en tout cas les motivations, la violence n'a pas lieu d'être et on ne peut pas se satisfaire d'une réponse par la violence. Donc, on n'est pas là de toute façon pour comprendre les motivations, pour enquêter sur qui a eu raison, qui a eu tort. Rien ne justifie une agression. Et en tout cas, on laisser une personne vivre une agression, quelles que soient les motivations, c'est ça qui est problématique. Ce n'est pas le fait de s'immiscer, si on pense que c'est s'immiscer, mais en tout cas, ce qui est problématique, c'est de ne pas réagir ou de laisser des agressions se passer. Donc, on ne sera pas là, effectivement, pour enquêter sur le bien fondé du conflit ou savoir si c'est conflit ou violence. Dans tous les cas, lorsque la violence s'installe, il est important de réagir et d'être présente et de se montrer présent et présente pour les personnes qui sont en train de vivre ou si vous entendez des violences, de réagir. Après, si vous avez aussi, vous, d'autres idées de quoi dire ou quoi dire, je suis pour le partage. Oui, du coup, moi j'avais une question. Par rapport à deux choses. Parce que je connais pas trop en France, en fait, pas tellement, en fait, au final. Parce que tu dis, en fait, il y a tout un, comment dire. En fait, comme en Argentine, c'est vraiment très lié, c'est vraiment très politisé, en fait, je sais pas comment dire, au niveau des thématiques et avec tout ce qui est féminisme, etc. Et en fait, et quand tu dis, ah oui, la personne, il s'aime, etc. Et ici, il y a il y a plein de publications, genre, ça, c'est pas de l'amour, en fait, ou ça, c'est pas, est-ce que, parce que du coup, tu l'as dit, le mot, et en fait, ici, il y a il y a plein de campagnes en disant, non, mais ça, c'est pas de l'amour, ça, c'est autre chose, en fait. Et je sais pas, est-ce que vous, du point de vue de votre asso, comment vous le voyez parce que du coup, dans les discours qu'on peut avoir pour accompagner la personne, est-ce qu'on doit, c'est quoi quel mot on met en fait sur ça ou est-ce qu'on doit parler de violences systémiques ou d'expliquer comment c'est quoi votre position en fait au niveau de votre asso ou peut-être d'autres assos, je sais pas. Et aussi une autre question par rapport, ça me fait penser que c'est vraiment, mais ça regroupe, ça peut être utile en fait ces conseils pour d'autres types de violences. J'ai l'impression même, je sais pas de croire même voilà les personnes racisées qui se sentent j'ai l'impression ça pourrait être transférable à quelqu'un qui se dit victime par exemple de racisme de donner une grande place à l'écoute et de prendre ce discours comme vrai quoi. Non mais ou de pas dévaloriser en fait le discours de la personne qui se dit victime. Je sais pas si ça existe dans d'autres assos ou est-ce que vous avez un travail avec d'autres assos par rapport à ça. Voilà. C'est pas très clair mes questions, mais bon. C'est moi aussi. Si, je trouve qu'elles sont assez claires comme questions.
Alors oui, les violences, que ce soit des violences racistes, classistes ou sexistes, c'est les mêmes mécanismes. Et du coup, effectivement, les positions d'écoute et d'être allié, ça serait les mêmes, enfin, pas que, mais en tout cas, il y a des conseils qui carrément sont transférables euh, quand quelqu'un vient nous dénoncer des violences. Et au sein de l'autodéfense féministe, c'est une approche intersectionnelle de comprendre les oppressions croisées et de comprendre leurs mécanismes. Donc c'est comprendre que les violences, elles sont jamais nécessairement que d'un axe, le genre, mais qu'elles sont imbriquées. Effectivement, c'est pas de l'amour, c'est du travail gratuit, par exemple, qui est un slogan des analystes matérialistes, féministes et marxistes. Et toute l'analyse autour de la construction sociale de l'amour, et notamment dans un contexte de normativité, hétéronormativité. Ça, c'est des analyses qu'on porte et qu'on a au sein des études féministes, au sein de la sociologie du genre, au sein des associations d'autodéfense féministe. Mais ce qu'il y a, c'est quand une personne qui vit des violences auprès d'une conjointe, de quelqu'un, donc c'est du coup difficile. C'est peut-être pas le moment de sociologiser le débat ou d'apporter. C'est vraiment pouvoir être là en tant qu'écoutante et entendre que même si on vit des violences, on peut quand même éprouver de l'amour envers la personne qui nous en fait vivre, parce on est rentré en relation avec cette personne. Donc, ne pas nier ça, ne pas le dévaloriser, mais resituer les choses, que là, ça, c'est des violences qui sont en train de se passer, que la personne qui agresse n'a pas à faire ça, et que, en tout cas, c'est courageux d'être là pour le dénoncer et pour en parler. Mais c'est deux champs différents, le discours politique et analytique sur l'amour comme construction sociale et comme outil de normatif, et la position qu'on va avoir auprès de personnes et entre nous pour faire de l'autodéfense au quotidien. D'accord, merci. Et j'avais une autre. Il y a pas de question, mais après, là, c'est bientôt fini, de toute façon. Est-ce qu'il y a une autre question, Florence, ou non? Bon, du coup, il faudrait faire une autre rencontre, parce que je trouve ça intéressant, en fait, parce que, le dernier thème, là, enfin, ce dont tu parles, parce que je trouve que justement, enfin, c'est ça que je trouve intéressant dans le féminisme, en fait, c'est toute cette dimension collective qui, des fois, en fait, permet, on le voit, de participer à un féministe ou de s'engager sur les thématiques féministes, en fait, comment ça influe au niveau individuel, et trouver enfin, je sais pas, genre trouver comment se font les passerelles, en fait, et aussi quand elles se font pas, parce qu'il y a dans le cadre même des personnes, voilà, qui militent le féminisme, il y a plein enfin, de personnes qui vont militer le féminisme et qui sont elles-mêmes victimes, que le niveau individuel et politique, ça veut pas dire que c'est contradictoire, en fait, c'est vraiment quelque chose de compliqué à, à faire changer, en fait, même individuellement pour chacune ou chacun, en fait. Et du coup, je trouve ça intéressant, en fait, ce thème-là. Je sais pas comment, mais cette question, c'est pour qu'on ait une occasion de se rencontrer une autre fois, un autre débat. Mais voilà, je sais pas si vous voulez rajouter quelque chose, quelqu'un des autres pays. Allez-y, c'est le moment ou jamais. Non, je voulais remercier, c'était vraiment très intéressant, toutes les explications effectivement du cycle, de la violence, etc., comment réagir, quelles sont les différentes possibilités. J'ai trouvé ça vraiment très intéressant. Merci beaucoup.
Rémi, Cécile, vous voulez dire quelque chose ou pas? Sinon, Juste rajouter, nous, il y a un thème sur lequel on travaille beaucoup avec Léo, en plus de l'accompagnement psychologique qu'on fait avec les femmes qui ne pas avec nous. C'est des populations très vulnérables. On est dans des cadres d'extrême pauvreté, dans des conditions rurales. Et difficile, en fait, c'est de rompre le lien de dépendance économique avec le mari. C'est-à-dire qu'il n'y a même plus d'amour, il n'y a même plus de respect quelque part pour le mari, elle le méprise, elle le déteste, mais il y a cette espèce de dépendance économique qui est réelle, en fait, et qui fait que c'est le seul lien qui les oblige à rester, avec évidemment les enfants derrière, quoi. C'est qu'on leur trouve soit du travail, c'est plus difficile, soit des petits boulots, on leur trouve des petits ventes on va dire, quoi que ce soit, pour qu'elles puissent sauter, franchir le pas. Et bon, ce qu'on fait, suivant le niveau de classe, on les extrait du contexte et on les change. C'est ça aussi le problème. Mais bon, ça, il faut qu'elles le décident, elles. Donc, il y a toute cette dynamique économique qui est très compliquée dans nos pays. Et je pense que là, que ce soit le je pense qu'on n'a pas les qu'en France. bon, merci Cécile. Et du coup, merci beaucoup Héloïse, parce que tu as veillé jusqu'à tard. Vraiment. Il y a peut-être Rémi qui veut rajouter quelque chose. Rémi veut dire quelque chose. Oui, juste brièvement, bon là, comme c'était en français, j'ai intervenu aujourd'hui, mais ça me paraît important de continuer le débat et toutes les camarades femmes ici, beaucoup qui sont au sein de Morena, le parti de AMLO, enfin qui est au pouvoir, ils luttent énormément, quoi. Donc c'est un mouvement très dynamique. Donc je pense qu'après ça peut être intéressant de faire la synthèse, de se connecter avec toutes ces femmes qui se bougent énormément au Mexique, quoi. Donc voilà. Je pense que ça peut être bien pour tous. Merci. Juste en profiter pour dire que Marie qui a posé la question sur le Mexique, alors je ne sais pas si elle se trouve actuellement au Mexique, mais elle remercie tous les intervenants. Et du coup, on peut aussi remercier mon alter ego Hicham qui est en coulisses et qui s'occupait de qui a permis à ce que tout ça soit possible. Voilà. Un gros c'est pour l'organisation de Merci beaucoup. Merci à tous et à toutes.